Bonjour, je vais commencer une nouvelle série de vidéos traitant de l'impression 3D résine, mais vue plutôt sous l'angle du modélisme ferroviaire. Cette première vidéo abordera les fondamentaux, et d'autres vidéos pourront suivre si celle-ci rencontre suffisamment d'audience, car faire ce genre de vidéo prend du temps. N'hésitez pas à commenter en bien ou en mal, car la critique, quand elle est fondée, est toujours constructive. Il y a deux grandes techniques d'impression 3D. Celle qui utilise un filament de PLA fondu et déposé couche par une tête chauffante, et celle qui utilise une résine photopolymérisable. La première est facile d'accès, peu onéreuse et s'accommode d'un coin de table, mais produit des pièces de basse définition, peu adaptées aux photos en gros plan. Elle utilise des produits non toxiques, mis à part une émission de particules fines assez limitée, et qui ne pourrait commencer à poser problème que dans le cadre d'une utilisation 15 heures par jour à proximité immédiate de la machine, dans une pièce exiguë et sans ventilation. Donc il n'y a aucun risque en utilisation dans le cadre du modélisme. L'impression est d'autant plus lente qu'on demande un maximum de précision et on ne peut imprimer qu'une seule pièce à la fois. La seconde technique nécessite déjà plus de place, car il faut aussi plus de matériel périphérique, et elle met en œuvre des produits potentiellement toxiques, obligeant à prendre certaines précautions. Les coûts de revient sont beaucoup plus élevés à cause de la perte importante de résine dans les supports des pièces, mais aussi au prix élevé de tout le consommable annexe. Par contre, elle permet de sortir des pièces d'une très grande définition qui ne craignent plus les gros plans. La précision des détails pouvant descendre à 25 microns, même avec des imprimantes courantes, soit la moitié de la taille d'un cheveu. De mon point de vue, les deux techniques sont complémentaires et en modélisme, il vaudra mieux réserver l'impression résine aux petites pièces très détaillées ou à ce que l'impression FDM à fil fondu ne peut pas sortir proprement, comme une caisse d'autorail ou une locomotive ou tout autre matériel roulant. Pour fixer les choses, même si j'ai plusieurs années d'expérience en impression 3D FDM, je ne suis absolument pas un spécialiste de l'impression résine, mais plutôt un débutant qui débute. Et cette vidéo est justement faite dans le but de défricher le terrain pour ceux qui veulent se lancer dans ce mode d'impression. Alors avant de franchir le pas, j'ai visionné de très nombreuses vidéos, consulté de nombreux sites pour compiler un maximum d'informations. Et c'est la synthèse de tout cela, ainsi que ma maigre expérience, qui vont servir de fil conducteur à cette vidéo en essayant de faire un panorama aussi exhaustif que possible de tout ce qu'il faut savoir avant de se lancer et de quel matériel on aura besoin. Alors disons-le tout de suite, un budget d'environ 600 à 700 euros est nécessaire car il ne suffit pas d'acheter une imprimante toute seule et on ne peut pas s'installer non plus sur un coin de table ou sur l'évier de la cuisine. Il vaut mieux avoir une pièce dédiée comme on le verra plus loin. Dans une précédente vidéo, je m'étais attaqué à la fabrication d'un petit locotracteur Valermi que j'avais sorti tout en impression FDM, mais au prix d'une précision toute relative, et les gros plans révélaient les faiblesses du procédé. Avec l'impression résine, la précision est diabolique et on peut faire des choses très fines qui n'ont plus rien à envier aux productions du commerce. D'ailleurs, les fabricants sont de plus en plus nombreux à utiliser eux aussi l'impression résine. On verra plus loin que si la précision n'a pas de prix, elle a un coût, et qu'avec 1 kg de résine, on ne sort pas du tout la même quantité de choses qu'avec 1 kg de PLA en FDM. Sans parler des coûts annexes en produits de nettoyage et de tout ce qui est nécessaire au post-traitement des pièces imprimées. On va commencer par parler du principe de ce type d'impression, car il est toujours bon de s'intéresser au fonctionnement du matériel qu'on utilise, et de mon côté, je n'aime pas utiliser quelque chose dont je ne maîtrise pas la technologie et le fonctionnement. Ce type d'impression utilise une résine photosensible qui durcit lorsqu'elle est exposée à un rayonnement d'une certaine longueur d'onde. On parle de photopolymérisation. Ici, c'est un rayonnement dans l'ultraviolet de 405 nanomètres de longueur d'onde. La résine est photopolymérisée couche par couche, l'objet imprimé étant découpé en tranches par un logiciel trancheur, le slicer. Plus les tranches sont fines et plus l'impression est précise, mais aussi plus longue. L'épaisseur de couche standard est de 50 microns, soit 0,05 mm, mais on peut la réduire pour augmenter la définition, ou au contraire l'augmenter pour imprimer plus vite des pièces qui ne demandent pas une grande précision. Sachant que plus on augmente l'épaisseur, et plus il faut aussi augmenter le temps de polymérisation de chaque couche. On verra ça dans la prochaine vidéo, avec un chapitre sur les paramètres de base.
La résine est contenue dans un bac dont le fond est transparent et chaque couche est photopolymérisée dans le fond du bac selon le masque correspondant à la tranche à imprimer. Il y a 3 technologies pour photopolymériser la résine. La technique SLA, ou stéréolithographie, c'est la plus ancienne. Elle fait appel à un faisceau laser qui entre en contact avec de la résine photopolymérisable placée dans un bac dont le fond est transparent. Le faisceau illumine la résine qui durcit immédiatement. Au début de l'impression, le plateau de construction qui est mobile sur l'axe des Z descend dans le bac, ne laissant entre sa surface et le film transparent que l'épaisseur de la première couche. Ensuite, le faisceau laser est déplacé par un jeu de miroir dans le plan XY et balaye toute la surface à polymériser le long des axes X et Y sur chaque couche. Et il est allumé ou éteint selon qu'il y a un voxel à polymériser ou non à cet endroit. On parle de voxel qui est l'équivalent du pixel mais en 3 dimensions. Une fois toute la surface de la première couche parcourue, le plateau remonte pour libérer la couche polymérisée du plastique transparent qui est au fond du bac et redescend se positionner au niveau de l'épaisseur de la deuxième couche, et ainsi de suite. C'est donc quand même assez long. En impression résine, le temps d'impression dépend en grande partie de la hauteur des objets à imprimer, de l'épaisseur de couche et du temps de photopolymérisation de chaque couche. Plus il y a de couches à imprimer et plus c'est long. Par contre, à hauteur égale, le temps d'impression est le même pour une seule pièce isolée que pour tout un plateau bien rempli. Et on aura donc intérêt à mettre le maximum de pièces par fournée d'impression. La technique DLP, ou Digital Light Processing, qu'on pourrait traduire par traitement numérique de la lumière, et qui est une technologie qui vient du monde des projecteurs vidéo mise au point par Texas Instruments. L'imprimante utilise un projecteur DLP pour projeter la lumière UV sur le réservoir de résine en une image qui correspond à la tranche à polymériser. C'est donc plus rapide que la technique SLA, où le faisceau devait balayer chaque point de la tranche. Et enfin la technique MSLA, qui fait appel à un écran LCD monochrome, qui reproduit l'image de la tranche à photopolymériser et masque les pixels qui n'ont pas besoin d'être durcis, l'écran agissant comme un pochoir. C'est la technique actuellement la plus rapide et qui permet aussi d'atteindre la plus grande définition, puisqu'on parle de 8K, 10K et même 12K selon le nombre de pixels de l'image projetée. L'image est donc projetée sur la face inférieure transparente du bac à résine pendant un temps défini qui permet de photopolymériser les pixels de la couche de résine. Ensuite, le plateau d'impression remonte sur l'axe des Z pour libérer la couche photopolymérisée au fond du bac de résine et redescend se positionner pour la couche suivante. À chaque fois, le plateau remonte de quelques millimètres et redescend. On a donc les composants d'une imprimante MSLA. Le plateau d'impression qui coulisse sur l'axe des Z grâce à une vis sans fin, le bac à résine appelé VAT avec son fond transparent qui est une feuille de plastique appelée FEP, qui est un film en éthylène propylène fluoré et donc doté de capacités anti-adhésives grâce aux atomes de fluor comme dans le téflon, qui est un polytétrafluoroéthylène ou PTFE. Ce FEP s'use au fur et à mesure des impressions et doit être changé régulièrement. C'est un consommable qui se dégrade à la fois sous l'action de la résine, mais aussi sous celle du rayonnement UV. Il devient de moins en moins transparent au fil des impressions. Il faut aussi faire très attention à ne pas le rayer en nettoyant le bac à résine. Les imprimantes ont un compteur de couches imprimées qui permet de savoir quand il faut changer le FEP. Mais il est conseillé de le changer avant, car en plus de mal transmettre la lumière et donc de risquer de louper une impression, il peut aussi venir à se percer, et dans ce cas la résine va venir en contact avec le film polarisant qui est sur l'écran LCD, mais aussi avec l'écran LCD en dessous, et il peut endommager ce qui coûte bien plus cher qu'un FEP. Certains conseillent de le changer toutes les 15 impressions. Lorsque ça arrive, tout n'est pas perdu, et on peut s'en sortir avec ce genre de grattoir qu'il vaut mieux avoir en réserve. Je vous ai mis un lien vers une vidéo qui montre son utilisation. Notez qu'il existe aussi des protections d'écran en plastique résistant ou en verre trempé comme pour les téléphones, mais je n'en ai pas mis car ça nécessitait de décoller l'adhésif autour de l'écran pour le coller par-dessus. Il existe aussi 2 autres variantes de ce FEP. Le NFEP, qui est un PFA, perfluoroalkoxy, lui aussi de la famille du téflon, mais encore moins adhérent, et donc il dure plus longtemps, il exerce moins de force de succion sur la couche de résine lors du retrait du plateau,
De plus, il est plus résistant et plus rigide à épaisseur égale que le FEP. Il coûte plus cher, mais on le changera moins souvent, du moins en théorie. Et enfin le film ACF, film conducteur anisotrope en français, mis au point par 3M, est un film plus rigide qui se détache encore mieux de la résine photopolymérisée et permet d'augmenter la vitesse d'impression, la précision et le taux de réussite. Il permet aussi en théorie d'employer des supports plus fins. On parlera de ces supports dans la prochaine vidéo. Donc comme je l'ai dit, ma maigre expérience ne me permet pas de prendre position sur ces films. Pour le moment, j'utilise un FEP classique. Par contre, il est important d'avoir des FEP d'avance, car c'est du consommable, qu'on peut être amené à changer sans prévenir, même avant sa fin de vie théorique. On verra plus loin que lorsqu'une impression est ratée, il reste des petits morceaux de résine polymérisés dans le fond du bac, et que si on ne les enlève pas, le plateau en descendant va les écraser sur le FEP en l'abîmant, voire en le perçant avec un risque important pour l'écran. Quel matériel pour commencer? Alors tout d'abord l'imprimante. Son choix dépend surtout de la taille des pièces qu'on aura à imprimer, et parmi les critères à prendre en compte, le volume imprimable est primordial. En N, on pourrait se contenter d'un volume d'impression de 150 mm par 80 avec 165 mm de haut, alors qu'en H0, il vaudra mieux viser sur un volume plus grand de 220 par 125 et 220 mm de haut. Ça conditionne aussi le prix d'achat. La résolution d'impression. Les imprimantes actuelles fournissent une résolution de 12K avec des pixels de 25 microns. Mais en pratique, il faut que la résine puisse aussi fournir cette précision, si bien qu'une imprimante 8K ne fera pas vraiment de différence visible. Un autre paramètre influence la précision de l'impression, c'est la précision sur l'axe des Z. On voit sur ce tableau qu'elle est de 0,01 mm sur la Saturn III Ultra contre 0,02 sur les trois autres. Mais là aussi, je n'ai pas le recul suffisant pour trancher. Une fonction bien pratique est le nivellement automatique du plateau. En effet, il faut que le plateau en position basse soit parfaitement en contact avec le fond du bac à résine. C'est le but du nivellement qui est à faire à chaque fois qu'on change le FEP et qui conditionne la bonne accroche de la première couche. Tout comme en FDM, ce leveling est très important et le fait d'avoir une machine qui le réalise automatiquement avant chaque impression est un gros plus. D'autres fonctions sont moins utiles, comme le Wi-Fi, souvent déconseillé pour transmettre les fichiers à imprimer, et il vaut mieux utiliser une bonne vieille clé USB. On trouve aussi des caméras qui permettent de surveiller l'impression et des systèmes de filtrage de l'air qui sort de l'imprimante. On parlera plus loin de la toxicité potentielle des produits utilisés et de la manière de s'en protéger. Vous trouverez de nombreuses vidéos qui présentent les machines actuellement sur le marché pour faire votre choix. À titre personnel, j'ai une Elegoo Saturn IV qui est une 12K avec nivellement automatique et un bac à résine bien conçu et facile à installer et à nettoyer. Le plus gros reproche qui lui est fait dans les vidéos est son plateau, qui n'est pas facile à nettoyer, mais qui se met en place très facilement. Il existe aussi le modèle Ultra qui possède le Wi-Fi et un système de bac à résine qui s'incline pour libérer la couche polymérisée du FEP et revendique ainsi une vitesse d'impression de 150 mm par heure contre 70 pour la mienne. Mais la fiabilité dans le temps de ce système est remise en cause par certains utilisateurs. En plus, elle coûte 100 € de plus et n'était pas immédiatement disponible lorsque j'ai acheté la mienne. À côté de l'imprimante, il faudra aussi prévoir une chambre de polymérisation, car les pièces qui sortent ne sont pas photopolymérisées à cœur, et il est nécessaire de leur faire un cycle en lumière UV pour achever leur polymérisation. Attention, il faut impérativement passer à la post-polymérisation rapidement après la phase de nettoyage, car la résine non polymérisée va attaquer la partie polymérisée et vous aurez des dégradations dans le temps. Certaines vidéos montrent l'utilisation de petites chambres pour la polymérisation de résine sur les ongles. Je n'ai pas essayé, car ça me paraît peu pratique, et il faudra retourner les pièces sous tous les angles. Donc je pense qu'il vaut mieux utiliser une chambre plus grande, munie de LED UV sur toutes les faces, y compris sous les pièces qui sont placées sur un plateau tournant transparent. Celle que j'utilise est la Sunlu Curing Box, achetée 65 € sur AliExpress, où elle est livrée par un revendeur en Allemagne et donc arrive en 3 à 4 jours. Elle permet aussi de sécher les pièces par un flux d'air de puissance variable et possède un plateau tournant. Elle enchaîne automatiquement un cycle de séchage avec un cycle de photopolymérisation dont les durées sont programmables.
Il en existe d'autres marques. Certaines, comme la Anycubic Wash and Cure ou l'Elegoo Mercury, assurent aussi le nettoyage des pièces, mais elles utilisent un simple brassage de la solution de lavage et donnent de moins bons résultats qu'un passage en cuve à ultrasons, qui est le top en termes de nettoyage. Pour ma part, j'utilise une cuve Vevor de 3 litres et de 120 watts d'ultrasons, achetée elle aussi sur AliExpress à 72 € et vendue par une société française basée dans le Loiret, donc près de chez moi, et arrivée en 48 heures. Lors du choix d'une cuve, il faut faire attention à prendre au moins une puissance de 40 watts par litre. C'est un minimum. Par exemple, la Vevor de 6 litres fait 180 watts, ce qui fait seulement 30 watts par litre. Le prix de revient des deux appareils est inférieur à celui d'une Elegoo Mercury pour une efficacité jugée supérieure dans toutes les vidéos que j'ai vues. Ingrédients indispensables, les résines. Il y en a beaucoup, et vous trouverez des vidéos qui en parleront mieux que moi. On a tout d'abord les résines dites standards, qui sont suffisantes pour la majorité des usages, avec un prix entre 20 et 30 € le litre. Il y a aussi des résines standards haut de gamme, qui vont jusqu'à 100 € le litre, voire même plus, et qui sont censées apporter des améliorations. J'ai vu des vidéos qui les dézinguent et d'autres qui en font les louanges, mais je n'ai pas d'avis sur ce sujet. Les résines standards ont une base alcoolique et se nettoient à l'alcool isopropylique, même si on peut commencer le nettoyage des pièces au détergent dégraissant ménager type Monsieur Propre et juste finir à l'isopropanol. On verra ça dans une autre vidéo. Deuxième type, les résines water washable, lavables à l'eau, qui ont une base modifiée pour la rendre hydrophile. Leur nettoyage parfait nécessite quand même une phase terminale à l'isopropanol, mais on limite énormément l'usage de ce produit qui est cher et qui pose des problèmes de manipulation, comme on le verra plus loin aussi. Elles ont le même rendu que les résines standards et les mêmes propriétés mécaniques. Pour le moment, j'ai donc essayé deux résines, la Elegoo lavable à l'eau, qui demande quand même de l'isopropanol en dernier lavage. Elle donne de bons résultats, ne sent pas trop mauvais, elle est conseillée par plusieurs vidéos et dézinguée dans d'autres. De mon côté, je n'ai eu aucun problème avec, elle est pratique à l'usage et facilite grandement la phase de post-traitement et le nettoyage. J'ai juste augmenté légèrement les temps de polymérisation, avec 37 secondes pour la première couche et 4 secondes pour les couches suivantes. Sachant qu'augmenter les temps n'a pas de conséquences néfastes, sauf sur la durée totale d'impression. J'ai essayé aussi la Anycubic Eco. Alors Eco veut dire écologique et pas économique. Écologique parce qu'elle est fabriquée à base de plantes. Elle a un bon rendu et elle est conseillée aux débutants dans plusieurs vidéos. Son prix tourne autour des 20 € le litre. Mais je trouve les pièces plus fragiles que celles imprimées avec la Elegoo Water Washable qui reste pour le moment mon meilleur choix. Mais écologiques ou pas, toutes les résines sont dangereuses pour l'environnement et leurs résidus ne doivent en aucun cas être rejetés à l'égout ou aux ordures ménagères. On parlera de ces problèmes d'élimination et de recyclage dans une prochaine vidéo. Il existe des résines transparentes, mais aussi des résines flexibles qui peuvent aller jusqu'à la texture du caoutchouc une fois polymérisées, ou des résines dites ABS-like qui ont des propriétés mécaniques supérieures. Les résines à base alcoolique peuvent se mélanger, mais on ne peut pas mélanger une résine à base alcoolique avec une résine water washable. On peut ainsi mélanger une résine souple avec une résine normale dans une proportion entre 5 et 30% pour avoir des pièces avec une certaine souplesse qui ne cassent pas, comme pour faire des rambardes de locotracteur par exemple. Mais je n'ai pas encore essayé. Il existe enfin des résines plus techniques, comme les résines calcinables utilisées dans le monde dentaire ou de la joaillerie en remplacement de la cire et qui permettent d'imprimer des pièces qui seront ensuite coulées en métal, souvent en or ou en métaux précieux. Les techniques de coulée sont les mêmes que celles employées jusqu'ici et dites techniques à cire perdue. Vous trouverez plus d'informations par des recherches sur ces termes sur Internet. Il existe aussi des résines à haute température qui résistent jusqu'à 300 degrés et qui sont utilisées pour créer des moules d'injection de plastique pour fabriquer tout ce qui est en plastique injectable. On trouve aussi des résines biomédicales et on trouve en fait des résines pour tous les usages. Pour notre domaine, il existe aussi des résines de haute précision, à 8K, 12K et même 14K. Mais je pense qu'à notre niveau, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, sachant que déjà une résine standard permet de sortir des détails très fins. Donc pour démarrer, je conseillerais la Elegoo Water Washable, qui est à 26 € le litre et qui me donne toute satisfaction
d'autant qu'elle limite pas mal l'utilisation d'isopropanol à un tout dernier bain de rinçage et c'est tout. Les temps de photopolymérisation varient selon les types de résine, mais aussi selon leur couleur. Pour de la résine standard, on aura entre 35 et 60 secondes pour les premières couches et entre 2 et 4 secondes pour les couches de 50 microns. Vous trouverez les réglages conseillés sur les sites des fabricants de résine, et ils figurent aussi parfois sur les bouteilles. Je vous ai mis le lien vers le site Elegoo où ce tableau téléchargeable donne tous les paramètres pour toutes les combinaisons imprimantes et résine de la marque. La température est aussi à prendre en compte, et elle est d'ailleurs indiquée sur les flacons avec une plage optimale entre 20 et 25 degrés, sachant que la température influe sur la viscosité de la résine, qui est diminuée par la chaleur, avec pour conséquence une moins bonne accroche au plateau, mais aussi entre les couches elles-mêmes, qui peuvent présenter des décohésions. La température influe aussi sur la capacité des réactions chimiques, qui sont ralenties par le froid, et surtout sur les initiateurs de photopolymérisation, qui sont des molécules organiques sensibles à la lumière UV et qui sont moins réactives en dessous de 20 degrés. Donc en dessous de 20 degrés dans la pièce, on a intérêt à augmenter les temps d'exposition. Pareil pour les résines un peu sombres. Lorsqu'on parle d'exposition à des contaminants, il faut différencier le risque du danger. Le danger est une propriété qui est intrinsèque aux contaminants, c'est ce qui est présenté dans les fiches de sécurité des produits. Le risque, lui, est égal au danger multiplié par l'exposition. C'est en quelque sorte une probabilité. Le danger est intrinsèque au produit et il existe toujours. La seule chose sur laquelle on peut jouer, c'est l'exposition. C'est le cas par exemple d'une exposition au soleil. Le soleil représente un danger uniquement si on s'expose trop longtemps ou sans protection. Donc on peut se mettre au soleil en bronzant sans risque. Pour nous, ça va être le nombre d'heures passées au contact des produits, et donc à moins d'imprimer et de manipuler les produits dans une pièce non ventilée à longueur de journée, le risque est très faible du fait de la courte durée d'exposition. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut prendre aucune précaution, mais à contrario, il ne faut pas céder à la paranoïa. Deux produits vont poser problème, la résine et l'isopropanol. Pour tous les produits utilisés, je vous conseille de télécharger la fiche de sécurité du produit que vous trouverez facilement avec une recherche internet et surtout de les lire. On va donc aborder leur toxicité et la manière de les utiliser sans risque. Tout d'abord, la résine. Alors, si on prend la FDS, c'est la fiche de données de sécurité de la résine Elegoo, on voit au chapitre des dangers identifiés qu'elle est toxique pour l'environnement et en particulier pour la vie aquatique, donc il ne faudra pas rejeter à l'égout directement, qu'elle provoque une irritation cutanée et donc nécessitera le port de gants, qu'elle provoque une grave irritation des yeux, donc port de lunettes de protection obligatoire, et qu'elle peut provoquer une réaction allergique cutanée. Et au chapitre du contrôle de l'exposition et de la protection des personnels, on voit qu'il faut porter des gants et des lunettes de protection hermétiques. Par contre, le port de masque n'est pas imposé, juste conseillé en cas d'exposition intense ou prolongée. Donc pour nous, il n'est pas nécessaire de porter un masque lorsqu'on manipule de la résine. Deuxième produit potentiellement dangereux, l'isopropanol. Alors sa fiche de données de sécurité indique au chapitre des dangers qu'il est inflammable, provoque des lésions oculaires graves, a une toxicité spécifique pour certains organes cibles et qu'il a un effet narcotique. Et au chapitre des précautions, on voit que c'est un liquide et vapeur très inflammable, provoque une sévère irritation des yeux, donc lunettes de protection obligatoires, peut provoquer somnolence ou vertige, donc possible protection respiratoire. Au chapitre de la manipulation, on apprend que les vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif, et donc il ne faudra surtout pas le mettre directement dans une cuve à ultrasons qui provoque une élévation de température et donc des vapeurs, mais dans un récipient hermétique. Au chapitre du contrôle d'exposition et de la protection des personnels, on a ventilation générale, donc pas dans une pièce confinée, et port du masque lorsque la ventilation est insuffisante. Je conseille quand même de porter un masque avec filtre à charbon, même dans une pièce correctement ventilée, car j'en ai déjà fait l'expérience et la tête tourne assez rapidement. En plus, l'odeur est très désagréable. On parlera des masques plus loin. Protection des yeux, donc lunettes de protection. Protection des mains par des gants. Il ne faut pas jeter les résidus à l'égout.
Au chapitre 10, on apprend qu'il y a un risque d'allumage spontané en cas de chauffage. Donc vraiment, l'isopropanol dans une cuve à ultrasons à découvert, comme j'ai déjà vu dans des vidéos, c'est suicidaire, hein. Donc pour utiliser de l'isopropanol en cuve à ultrasons, il faut impérativement le mettre dans un récipient fermé étanche. On verra ça dans la vidéo qui sera consacrée au post-traitement des pièces et à leur nettoyage. Et enfin, au chapitre des informations toxicologiques, on apprend qu'il n'a pas de toxicité aiguë, n'est pas irritant pour la peau, ni sensibilisant respiratoire, mais qu'il est dangereux pour les yeux et peut provoquer somnolence ou vertige. La lecture de ces fiches est donc à la base des précautions qu'il faudra prendre. Port de lunettes et de gants, lors de la manipulation de la résine et de l'isopropanol, et port d'un masque au moins classé A1. On parlera plus loin de cette classification. On va voir maintenant le petit matériel indispensable. Et pour commencer, les gants, pour éviter le contact de la résine avec la peau, car les résines, en plus d'être allergisantes, peuvent provoquer des brûlures en polymérisant au soleil s'il en reste sur la peau. Les gants nitriles sont conseillés car non allergisants contrairement au latex, et surtout ils sont plus protecteurs vis-à-vis des produits chimiques. Deuxième accessoire indispensable, les lunettes de protection. Car la projection de résine dans les yeux pourrait vous conduire aux urgences de l'hôpital. Même chose avec l'alcool isopropylique. On pourra prendre des lunettes de protection anti-UV, car vous serez amené à utiliser une lampe portative pour achever la polymérisation des pièces dans certaines zones peu accessibles. Attention, les lunettes de vue ne sont pas des protections, et en plus la projection de résine sur les verres les abîmerait. On pourra compléter la protection par un masque de ce type avec filtration A2P2 pour éviter de respirer les émanations d'isopropanol qui, bien que n'étant toxiques qu'à forte dose par inhalation, peuvent provoquer maux de tête, vertige, voire somnolence. Il ne posera pas de problème en utilisation ponctuelle, sauf si vous êtes confiné dans une toute petite pièce sans aucune ventilation, mais je conseille quand même le port du masque pendant sa manipulation. L'emploi de masque n'est pas indispensable pour la résine, qui n'est pas toxique par inhalation, sauf à y être exposé de longues heures et donc pas dans le cadre d'une utilisation en impression 3D. Notez que les masques sont étiquetés avec un P pour le niveau de protection aux particules fines et un A pour les composés organiques volatiles et les émanations chimiques. Donc un masque A2P2 offre une protection de niveau 2 pour les particules fines et de niveau 2 aussi pour les émanations. Pour la résine, sauf certaines résines techniques employées en milieu professionnel, le masque est inutile. Pour l'isopropanol, une protection A1 suffit, et une simple aération de la pièce avec une fenêtre ouverte suffirait aussi. Même en hiver, l'ouverture d'une fenêtre quelques minutes va renouveler l'air de la pièce sans faire vraiment baisser la température, sauf par moins 30 degrés. Donc pas de paranoïa comme on le voit parfois dans certaines vidéos. Troisième accessoire, non indispensable mais très utile, la lampe UV portative style lampe de poche ou un peu plus grosse comme un petit projecteur. Quatrième accessoire indispensable, des spatules plastiques pour décoller les pièces imprimées du plateau. Les spatules en métal sont déconseillées car elles vont rayer le plateau et en plus elles sont tranchantes. Et on a déjà vu des gens finir à l'hôpital aux urgences avec des points de suture. Donc les spatules en métal, il vaut mieux ne pas s'en servir. À ce sujet, il est conseillé de faire des radeaux en mode skate, c'est-à-dire avec le bord légèrement surélevé en arrondi, pour pouvoir glisser le bord de la spatule en dessous. Attention, ces spatules s'usent très vite, et il vaut mieux les acheter par lot de 10 ou 20 plutôt qu'à l'unité. De même, il est conseillé de rapprocher les pièces à imprimer sur le plateau, de manière à ce que tous les radeaux se touchent et forment un tout plus facile à décoller. Cinquième accessoire indispensable, la spatule en silicone très souple, utile au nettoyage du bac en résine pour racler le maximum de résine au fond du bac sans risquer de rayer ou de percer le FEP. Ça permet de gagner du temps sur le nettoyage et faire un travail propre sans gaspiller des tonnes d'essuie-tout. Elles sont utilisées en cuisine et ça s'appelle des marises. Pierre Bellemare en avait d'ailleurs souvent une avec lui. Sixième accessoire indispensable, le filtre à résine pour vider le bac à résine et récupérer tous les petits débris qui pourraient s'y trouver. Comme on aime bien les anglicismes, ça fait mieux, on appelle ça des ghosts. Le filtre se met dans un entonnoir pour vider la résine dans la bouteille. Ces filtres sont jetables, il vaut mieux en acheter tout de suite une boîte de 100. Je conseille de vider le bac systématiquement après chaque impression, car s'il reste quelque chose au fond, le plateau en descendant va percer le FEP, de la résine va couler sur l'écran et va être polymérisé, et adieu l'écran.
À ce titre, il y a une technique pour enlever proprement la résine polymérisée sur l'écran en la grattant avec ce genre de spatule prévu pour le nettoyage des plaques vitrocéramiques. J'ai mis un lien vers une vidéo qui montre comment faire. Les filtres métal sont déconseillés car impossibles à bien nettoyer et ils vont finir par se boucher. A noter aussi que tout ce qui est souillé par de la résine non polymérisée ne doit pas être jeté aux ordures ménagères. Il faut les stocker à part et profiter d'une journée ensoleillée pour les étaler sur un journal et les faire polymériser, ce qui inactive la résine et permet de tout jeter aux ordures sans problème. On verra aussi comment faire avec les liquides souillés de résine et qui ne doivent pas non plus être mis dans l'évier. Donc septième accessoire pas forcément indispensable mais qu'il vaut mieux avoir, le grattoir à lame plastique pour plaques vitrocéramiques. Il servira pour décoller des morceaux de résine au fond du bac en cas d'impression ratée, mais il pourra aussi aider à sauver votre écran si par malheur le faible se perd sec de la résine qui coule sur l'écran et qui polymérise. Huitième accessoire indispensable, un entonnoir plastique de la taille du filtre pour pouvoir le poser sur la bouteille de résine. Il faut aussi un deuxième entonnoir, cette fois en métal et muni d'un filtre pas trop fin et amovible pour vider le pot d'isopropanol qui contient les petites pièces passées aux ultrasons, pour séparer les pièces et récupérer l'isopropanol qui servira plusieurs fois. Autre accessoire indispensable, un tapis silicone qui permet de protéger son plan de travail et se nettoie d'un coup d'essuie-tout avec de l'alcool. Il permet aussi de poser le bac à résine sans risque pour le FEP lors de son nettoyage. Et enfin des bacs en plastique, utilisés avec un nettoyant dégraissant ménager type Monsieur Propre, à diluer en respectant bien les proportions indiquées par le fabricant. Ça va permettre les premières phases de nettoyage avec un produit non toxique qu'on pourra faire décanter dans des bidons de 5 litres pour récupérer le liquide propre du dessus qui sera réutilisé plusieurs fois avant de pouvoir être jeté dans l'évier normalement à condition qu'il ne contienne plus de résine et donc à décanter plusieurs jours. On peut aussi utiliser de l'alcool ménager à 70 degrés en premier nettoyage. Il sera recyclé de la même manière dans un bidon de 5 litres. On parlera du recyclage des différents produits utilisés dans une autre vidéo. Un grand bac qui permettra un premier nettoyage du plateau d'impression au détergent ménager ou à l'alcool à 70 degrés, selon le type de résine employée. Un bac de 1,5 litre pour le premier nettoyage des pièces au détergent. Un bac identique qui ne contiendra que de l'eau chaude pour le trempage des pièces avant de défaire les supports, qui se ramollissent dans l'eau à 45-50 degrés et s'enlèvent facilement. Il faudra aussi un récipient en verre qui ferme hermétiquement, genre bocal à cornichon pour le nettoyage final des petites pièces à l'isopropanol dans le bac à ultrasons rempli d'eau. Il faut un bocal en verre car le plastique amortirait les ondes ultrasonores à l'intérieur du bocal. Et hermétique car l'isopropanol est très volatile et les ultrasons vont générer une vaporisation dangereuse en inhalation, mais aussi très inflammable à la moindre étincelle. Il faut aussi un grand récipient du genre Tupperware avec couvercle étanche pour le nettoyage final des plus grosses pièces dans l'isopropanol qui ne passent pas au bac à ultrasons. Le nettoyage se fera simplement en agitant le bac à la main. L'idéal étant de trouver un récipient en verre plus grand, mais qui rentre dans le bac à ultrasons et muni d'un couvercle étanche. On pourrait y mettre les grosses pièces dans de l'isopropanol et passer le tout dans un bac à ultrasons rempli juste avec un peu d'eau autour pour baigner le récipient en verre. On rappelle qu'il ne faut jamais faire fonctionner le bac à ultrasons à vide. Je vous ai mis un lien vers une vidéo qui compare l'isopropanol au nettoyant ménager pour le nettoyage des pièces. Au vu de tout cela, on comprend qu'on ne pourra pas se lancer dans l'impression résine n'importe où et qu'il faudra une pièce dédiée, assez grande, bien ventilée, à l'abri de la poussière, chauffée l'hiver et pas trop chaude l'été ou climatisée. Et dans l'idéal, disposant d'un point d'eau et de prise de courant en nombre suffisant pour pouvoir tout brancher. Il faudra aussi que l'imprimante ne reçoive pas les rayons du soleil directement, car les capots plastiques ne protègent pas toujours très bien des UV et du soleil. Avec l'impression résine, on entre dans un autre monde où les plus petits détails peuvent être reproduits avec précision. Mais la technique est bien plus exigeante et le matériel nécessaire lui aussi plus important, avec au final un prix de revient des pièces plus élevé qu'en FDM. Les deux imprimantes sont complémentaires et l'impression 3D est à mon avis indispensable à tout modéliste qui veut aller plus loin que le simple achat de matériel du commerce avec le plaisir de la fabrication. Voilà, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, d'apporter toutes les précisions que j'aurais pu oublier, voire de corriger les bêtises que j'aurais pu dire, car je le répète, même si j'ai une bonne base scientifique, je débute en impression résine. A bientôt pour la prochaine vidéo, qui montrera en détail la méthode que j'utilise pour le post-traitement des pièces imprimées.